Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour tous les j'aime, tous les partages, tous ceux qui partagent les publications, qui partagent la page. On est à 310 personnes à peu près, donc c'est très très bien. Je m'étais fixé un objectif de vous refaire une vidéo à partir des 300 personnes. Donc, du coup, j'ai un petit peu de retard, désolé, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis avec ma sœur Charlotte. Alors si elle a ses minerves, c'est pas parce qu'elle va mal, c'est parce qu'elle a eu un petit accident de voiture. Donc voilà, c'est tout. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, ma sœur Charlotte a une malformation de Chiari de petit 2 qui a été opérée en 2007. J'en ai parlé vaguement sur la page, mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Donc du coup, elle va vous parler de son parcours et tout ça, puis on va vous expliquer du coup le mien aussi. Enfin, on va revenir dessus, même si vous savez déjà ce qui s'est passé. Et puis du coup, pour soulever la question autour de toutes les questions qui se posent sur la malformation de Chiari, il y a la question de savoir est-ce que c'est héréditaire ou génétique. Parce qu'il y a à peu près, il y a pas mal de familles en fait où il y a le cas comme nous, où on est plusieurs à avoir cette malformation dans la famille. À toi, Ronmuche. Eh ben, bonjour à tous, donc moi c'est Charlotte. J'ai été opérée en 2007 d'un Chiari type, comme disait le professeur, 1,5. Donc en fait ça a commencé depuis l'adolescence pour moi, des mal de dos. Et puis petit à petit, donc des maux de tête sont arrivés avec des problèmes de tachycardie. L'année du bac, j'ai fait une chute sur un cours de tennis. Mes jambes me portaient plus. Donc j'étais allée à l'hôpital donc avec les pompiers. À ce moment-là, les médecins disaient que j'avais rien. J'ai vu une première fois une neurologue qui me disait que c'était psychologique, que j'avais rien du tout. Et pour me rassurer, elle m'a dit on va passer un scanner pour vous montrer que vous avez rien. Et finalement, on a vu sur ce scanner qu'il y avait une masse sombre, on va dire, dans le cou. Donc j'ai demandé à faire une IRM pour aller plus loin. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était une malformation de Chiari. Donc la neurologue en question m'a dit que... Enfin, elle voulait me faire interner. Soi-disant, j'étais folle. Les douleurs, je les inventais. Oui. Et du coup, moi, je suis allée sur un forum où j'ai pu voir ce que c'était, en fait, cette malformation. Et voir qu'il y avait un professeur à Lyon qui l'opérait. Donc du coup je suis rentrée en contact moi directement avec lui et quand j'ai lu le compte rendu d'IRM il m'a fait hospitaliser en urgence. Comme il disait, c'est un vrai miracle que je sois encore en vie au moment où je l'ai vu puisque je faisais des arrêts respiratoires. Je perdais l'usage de mes jambes, vraiment je pouvais mourir d'une minute à l'autre. Voilà, donc je suis rentrée à l'hôpital et ils m'ont opéré 2 mois après puisqu'il y avait pas mal d'examens à faire vu que j'étais opérée en position assise. Et voilà, donc je suis restée en tout 6 mois hospitalisée et aujourd'hui tout va mieux. Tout va mieux. Non, si tu peux préciser aussi comment ça s'appelle, ce que tu as eu, tu sais, la caméra pour le cœur et tout ça. Ah oui, donc justement j'en ai parlé avec quelqu'un et m'a possibilité, c'est vrai que parce que du coup la malformation de Chiari s'opère. Alors je sais pas exactement si vous voulez, si vous posez la question, je pourrais me renseigner auprès de neurochirurgien et tout ça. Pour savoir, parce que moi j'ai un type 1 et j'ai été opérée sur le ventre en fait. Alors que ma soeur a un type 2, elle a été opérée assise. Et il y a une autre personne avec qui j'en ai parlé sur la page qui a un type 2 elle aussi et qui a été opérée en position assise. Alors à savoir, est-ce que la position assise est pour les types 2 préférés, est-ce que c'est mieux pour un type 2 et la position allongée sur le ventre pour un type 1, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Donc pour la position assise, il y a des tests à faire en particulier que ma soeur peut vous expliquer du coup. En fait, quand on est opéré sur la position assise, ce que m'avait expliqué le professeur, c'est qu'au niveau du cœur, on a une séparation. Et le risque, c'est qu'il y ait une bulle d'air qui passe... je sais pas comment c'est fait physiologiquement, mais qu'il y ait une bulle d'air qui passe d'une partie du cœur à l'autre. Et là, en fait, ce serait une mort subite sur la table d'opération. Donc, ils nous font une radio du cœur, mais qui passe par la bouche. Et moi, ça a pris du temps parce que j'ai pas réussi à l'avaler, leur tuyau. Je suis sûrement une chochotte à ce niveau-là. Et ils ont dû me faire une anesthésie générale pour me la faire cette radio, donc ça a repoussé la date d'opération. Voilà. Et sûrement d'autres examens, mais je me souviens plus. Mais celui-là, il m'a marqué. Voilà. Après, sinon, t'as autre chose à compter en plus ou pas? Ah oui, post-op, comment tu te sens du coup? Qu'est-ce qui s'est passé après ton opération et tout ça aussi? Donc moi, quand je me suis réveillée de mon opération,
mes jambes et mes bras bougeaient, donc c'était le principal. Par contre, je me suis tout de suite rendu compte que j'avais perdu de la vue, de l'œil droit. Donc j'ai tout de suite prévenu le professeur qui m'a dit, bon bah voilà, ils ont touché le cerveau et ils ont peut-être bien touché une partie du nerf optique. Et bon bah, c'est-à-dire c'est un moindre mal, donc aujourd'hui je surveille ma vue puisqu'elle baisse constamment depuis l'opération. Mais bon, ça, je ne vais pas devenir aveugle, hein. Je porte des lunettes comme beaucoup de gens et puis c'est tout, c'est un moindre mal. Sinon, dans l'année après mon opération, ça a été un peu compliqué, j'ai fait une rechute. On a cru qu'on allait devoir me réopérer, mais non. Du coup, tout est rentré dans l'ordre. Enfin voilà, c'est pas un parcours qui est simple, hein, avant, pendant, après. Mais on va dire qu'après, il faut apprendre à vivre avec ces douleurs qui sont quand même minimes hein, par rapport à l'avant-opération. Mais on n'est jamais comme quelqu'un qui a jamais rien eu, ça c'est sûr. On se fatigue un peu plus vite ou voilà, ou musculairement on est un peu plus faible que les autres, mais dans l'ensemble ça va. Tu veux préciser aussi pourquoi t'as fait une rechute ou pas? Ben on sait pas. On sait pas, j'avais refait une IRM et l'IRM était pas... La compression en fait était un peu revenue, alors est-ce que... ça va un peu enflé à un moment pour X ou Y raison. Et après, on a refait une IRM et c'était revenu à la normale. Donc tant mieux. Pas eu de deuxième opération. Voilà. Donc du coup, ma soeur va plutôt bien. Hein, voilà. Bon, comme elle disait, on vit pas comme quelqu'un de normal. Hein. Par exemple, on a toujours des douleurs ou quoi que ce soit, mais bon... Oui, non, puis c'est des petites choses dans la vie, mais... Donc là, le petit qu'on entend faire du bruit, c'est mon fils. Donc quand on a une malformation de carie, on n'accouche pas naturellement, on accouche sous anesthésie générale et césarienne. Parce que l'effort de pousser, s'il dure des heures, on ne tiendra pas, par exemple. Donc c'est des petites choses comme ça. Bon, moi je me dis, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance d'avoir pu avoir un enfant. Donc oui, je suis pas accouchée comme toutes les femmes, mais je m'arrête pas sur ces détails-là. Je m'arrête pas là-dessus. Alors après aussi, pour les accouchements, alors du coup, il y a des femmes, donc, par exemple, celles qui ont un carie détecté à l'âge adulte ou vers une quarantaine d'années à peu près. Ça arrive assez souvent. Donc ces femmes-là ont pu accoucher même plusieurs fois, elles ont eu plusieurs enfants, donc même parfois sans péridurale. Alors elles, est-ce que ça a aggravé le carie ou pas? Je sais pas trop, je pourrais pas vous dire. Mais après, comme vous voulez, si vous voulez que je fasse plus de recherches là-dessus, vous me direz. Et puis je poserai toutes les questions qu'il faut. Et je vous répondrai en temps et en heure. Et puis pourquoi pas refaire une autre vidéo là-dessus après, avec toutes vos questions. Pas de souci. Mais sinon, donc oui, donc une fois qu'on est opéré, en fait, le risque de pression est important. En fait, parce que déjà, pour une grossesse, ça peut relancer un peu, redéclencher un peu le carie, parce qu'en fait, donc comme mon neurochirurgien m'a expliqué, là, déjà le corps d'une femme, en fait, lorsqu'on est enceinte, on a de la pression, et vu que nous, déjà avec la malformation, c'est anormal en fait à ce niveau-là. Donc après l'opération, en fait, du coup, on a le risque que ça redéclenche le carie, que ça fasse un peu redescendre ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas exactement ce qui peut se passer, mais bon, voilà. Vaut mieux pas y penser. Et le jour de l'accouchement, en fait, de trop forcer, et du coup, c'est pas bon pour nous, en fait. Donc voilà, donc je sais que moi aussi, normalement, je devrais accoucher sous anesthésie générale, vu que j'ai été opérée donc en 2014. Voilà, et par rapport à ça aussi, qu'est-ce que je veux dire? Oui aussi, donc pour ceux qui vont se faire opérer, alors, faudra pas vous inquiéter, c'est justement au niveau de la pression. Alors, comme vous savez, du coup, pour sortir d'un hôpital après une opération, il faut toujours... les médecins, enfin les infirmières et les aides-soignantes vous demandez tous les jours et même plusieurs fois par jour si vous êtes allé à la selle. Alors, après une malformation de carie, sachez une chose, vous n'avez pas le droit de forcer. Alors du coup, il faut à volonté. Voilà, pruneau à volonté, et puis il faut attendre du coup que ça vienne tout seul. Donc c'est génial. C'est ce qui retarde un petit peu la sortie des fois pour certains. Enfin moi ça a pris justement un jour ou deux de plus parce que du coup en fait j'ai déjà des soucis à ce niveau-là. Donc moi en même temps j'en profite pour basculer, pour faire une transition sur mon parcours, donc du coup pour reprendre. Donc ça a commencé quand j'étais petite en fait par des gros problèmes de ventre. J'ai été opérée 2 fois, dont une fois en urgence en fait. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passait exactement, mais bon, quand on est petit, moi les souvenirs que j'ai c'est que, c'est con, mais j'avais peur de mourir en fait quand j'allais aux toilettes.
Alors, est-ce que je sentais que du coup j'avais un souci à la tête ou quoi que ce soit quand je forçais et que ça venait pas? Je sais pas. En fait, j'avais plus l'envie du tout d'aller aux toilettes. Et du coup, j'ai les intestins qui ont failli exploser à cause de ça, parce qu'au bout d'un moment, je vais s'imaginer. Evan, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Donc du coup, j'ai été opérée en urgence là-dessus, mais avant j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines pour savoir ce qui se passait. Les médecins n'ont pas trop compris et j'ai été opérée en urgence à Lyon. Les médecins de Lyon se sont pas posé la question plus importante de pourquoi un enfant, je sais pas quel âge j'avais. La première fois que je me suis fait opérer, c'était en 2007, donc il y a 8 ans, j'avais 10 ans à peu près, 9 ou 10 ans. Donc à 9 ou 10 ans, on m'a dit que j'étais un enfant très stressé. Alors à 9 ou 10 ans, je vois pas ce qui peut stresser un enfant au point qu'il n'aille plus aux toilettes ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà ce que les médecins m'ont dit. Donc tout ça, ça a commencé là. En fait, c'était un symptôme de Chiari. En fait, alors je sais pas si vous êtes au courant, donc la petite parenthèse aussi, la malformation de Chiari est liée aussi à la syringomyélie et au spina bifida. Et les problèmes de santé que j'ai eu du coup par rapport à mon ventre sont des problèmes qu'on peut retrouver chez des personnes de spina bifida en fait. Donc ça, j'ai fait mes recherches sur internet là-dessus. C'est là que j'ai trouvé. Alors s'il y a des petites erreurs ou quoi que ce soit. Et sinon, si quelqu'un a le spina bifida ou connaît quelqu'un ou connaît comment ça s'appelle, le souci que j'ai eu, j'aimerais bien qu'on me dise ce que c'est en fait. Parce que du coup, je sais toujours pas d'où ça vient ni quoi que ce soit. Je sais juste que c'est un lien avec Chiari. Voilà. Donc voilà, donc première erreur des médecins, croire que j'étais stressée. Donc à 9 ou 10 ans, c'est un peu inquiétant quand même. Donc voilà, donc j'ai eu des cachets et tout ça, mais 1 an après, j'ai réété opérée parce que ça n'a pas bougé. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai toujours quelques petits soucis. Mais depuis mon opération, en fait, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'arrive à aller aux toilettes tranquillement et tout ça, tout va bien. Et même, j'arrive à ressentir les envies. Alors ça, c'est génial. Genre des trucs que je sentais pas avant, mais... Séance caca, c'est génial. Mais bon, voilà. Donc après, j'ai commencé... Surtout, bon appétit. Hein. Mais si vous regardez cette vidéo en mangeant, c'est génial. Donc après, en fait, donc ça s'est passé quand j'étais en CM2. En 5e, j'ai commencé à faire des malaises. Alors, est-ce que ça a commencé un peu en 6e? Je me souviens pas exactement. Mais je sais qu'en 5e, je suis allée voir une cardiologue, du coup. Parce que j'ai fait un malaise au collège, parmi tant d'autres. Et là, l'infirmière s'est quand même posé des questions. Elle dit c'est quand même étrange. Parce que au début, je faisais des malaises en faisant du sport. Donc, vu que j'étais soi-disant une enfant très stressée, est-ce que le sport ne me stressait pas aussi? Voyons, hein? On ne sait jamais. Donc, sauf que moi, je me sentais pas stressée du tout. Mais je vois pas pourquoi j'aurais été stressée. Donc bon, donc voilà, donc du coup l'infirmière s'est quand même inquiétée, j'ai été à l'hôpital et là on m'a proposé de manger des bananes. C'est génial, hein, ça c'est la technique le remède miracle parce qu'on m'a redit ça quelques mois avant que je me fasse opérer. Hein. On vous expliquera un peu plus loin. Donc bon, donc du coup il y a quand même un médecin qui m'a dit c'est quand même vachement étrange ce qui vous arrive, donc on va vous envoyer voir un spécialiste. Il m'a dit clairement que lui il comprenait pas, donc il fallait que j'aille voir un cardiologue. Je suis allée voir une cardiologue donc à Bourg-en-Bresse exactement. Qui m'a fait passer donc je sais plus comment ça, enfin j'ai passé plusieurs examens, échographie, test à l'effort, et j'ai eu une petite boîte qu'on garde pendant 24 heures, je sais plus comment ça s'appelle, un Holter je crois, un truc comme ça. Enfin bon, qui enregistrait mon battement de cœur pendant 24 heures. Je suis retournée la voir quelques jours après, donc avec, et là elle a vu que je faisais des extrasystoles en fait. Comme ça, même la nuit en fait, et elle savait pas trop d'où ça venait, et j'ai eu le cœur qui battait un petit peu plus rapidement que la normale. Donc voilà, donc en fait je fais de la tachycardie aussi, et j'en ai toujours fait du coup depuis petit. Alors est-ce que j'en fais depuis petit, depuis que je suis née ou quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est juste que vers le 5e j'en faisais et on s'en est rendu compte parce que je faisais des malaises. Donc après, est-ce que les extrasystoles me faisaient faire des malaises? On ne sait pas. Voilà. Donc ça a continué comme ça pendant quelques années. Et puis petit à petit, j'ai eu des grosses douleurs à la tête, douleurs à l'arrière du crâne, entre les yeux, derrière les yeux. Et puis petit à petit, j'ai commencé à ne plus pouvoir me servir de mes bras ou de mes jambes, à descendre les escaliers avec les jambes toutes engourdies, à risquer de me casser la gueule au lycée. Donc c'était pas très... Enfin c'était génial quoi. Quand j'en parlais avec les médecins, on me disait que j'étais folle et tout ça. Ou sinon, ça a duré comme ça quelques années, jusqu'à 2014. En septembre, j'ai voulu faire un CAP de bijouterie en alternance. Et sur mon lieu de travail, j'ai fait un malaise. Donc là, encore une fois, j'étais soi-disant stressée. Les pompiers sont venus me chercher, ils m'ont emmenée à l'hôpital parce que quand même, mon rythme cardiaque était inquiétant pour eux.
Donc du coup, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, j'ai rencontré un médecin qui connaissait la malformation de Chiari. Parce que du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, j'ai des problèmes de santé depuis petite, qui sont assez liés quand même à ceux que ma sœur a pu avoir. Ma sœur faisait pas des malaises, mais moi j'en ai fait. Ma sœur a fait un malaise une fois sur un cours de télé. Je lui ai dit, bon, cette maladie est peu connue. Enfin voilà, il faudrait peut-être chercher là-dedans. Et lui, il connaissait cette maladie, il m'a même conseillé de passer un IRM. Ma sœur s'est débrouillée pour faire toutes les démarches pour que je puisse passer mon IRM. Oui, parce que personne voulait lui faire l'ordonnance. Ouais, parce que personne ne me croyait en fait. Forcément, donc du coup... Ah oui, j'ai appelé un médecin traitant, je lui ai dit, écoutez, il faut que vous lui fassiez, il faut que vous le fassiez. Et bon, ça, il a été plutôt sympa, je le connaissais pas, hein, il l'a fait. Et ce dit médecin traitant, donc je vais le voir le lendemain, et il me dit, mais vous savez, moi je vous fais votre ordonnance, mais s'il y a un problème, si vous êtes hypochondriaque ou quoi que ce soit, vous dites pas que c'est moi qui vous l'avais fait. Alors du coup, j'aurais mais ça veut dire quoi ça, que j'invente des problèmes ou quoi que ce soit. Donc monsieur ne me croyait pas, donc... On s'en fout, il nous croit jamais. Oui, bah de toute façon, je pense que je leur écrirai peut-être une petite lettre ou je sais pas quoi, il va falloir qu'on trouve quelque chose à faire. Mais bon. Et donc du coup aussi une autre médecin du travail. Alors je précise que ces médecins sont à Villeurbanne, hein, donc dans la banlieue lyonnaise. Hein. S'ils se reconnaissent, c'est, hein, je vous fais un grand sourire. Alors du coup, donc la médecine du travail m'a dit aussi clairement un jour que ce n'est pas parce que ma sœur a une malformation de Chiari que je dois l'avoir. Donc je lui ai répondu gentiment que je vais lui parler d'un petit animal qui a poil long ou à poil court avec des oreilles pointues et qui miaule. Je lui ai dit mais c'est surtout pas un chat. Voilà, donc pour dire que j'ai beaucoup de symptômes de Chiari, mais que c'est surtout pas un Chiari, hein, qu'il faut surtout pas y vérifier. Donc voilà, donc du coup ma sœur a pris rendez-vous avec le neurochirurgien, le professeur Vallée, qui l'a su aujourd'hui parce que monsieur Sindou est parti à la retraite, celui qui l'a opéré. Donc le professeur Bernard Vallée m'a prise en rendez-vous quelques jours après, et là il m'a diagnostiqué donc une malformation de Chiari de type 1, et vu mes symptômes qu'il fallait opérer rapidement. Donc je lui ai demandé si je pouvais attendre un an, il m'a dit bah, c'est à vos risques et périls, hein. Il m'a dit je vous laisse pas un an personnellement. Donc voilà. Donc du coup j'ai attendu un peu parce que ça fout un peu la trouille, hein, quand même déjà vous annoncer que même si je connaissais la maladie, de savoir que j'ai eu une malformation de Chiari c'était un peu dur. Mais bon après voilà, faut y aller, faut foncer, faut pas, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc du coup, j'ai rappelé ce neurochirurgien pour lui dire que j'étais prête pour l'opération. Il a prévu le bloc et j'ai été opérée du coup le 20 novembre 2014. Donc voilà, donc j'ai mis à peu près 10 ans pour être diagnostiquée. Voilà, une dizaine d'années, enfin 8 ans à peu près. Pour être diagnostiquée. Voilà. Et pour être opérée. Ce qui est surtout grave, c'est que de mon parcours, je savais qui contacter parce que moi j'étais persuadée qu'il avait ça pour qu'elle soit vue. Mais si ça n'avait pas été le cas, là elle serait peut-être encore dans l'errance médicale. Voilà. Où je serais même peut-être plus... Parce que le truc à savoir aussi, et ce qui est sympathique, c'est que les malaises que je faisais, je les faisais n'importe quand. Par exemple, je pouvais parler à quelqu'un et puis paf, tomber. Alors, si j'étais sur la route, si je conduisais ou quoi que ce soit, je vous laisse imaginer. Hein. Donc, grand merci à tous les médecins qui ne nous ont pas cru, qui ne nous ont pas écoutés. Voilà, maintenant, j'aimerais bien que si vous tombez sur cette vidéo, que vous réalisez peut-être que, eh ben mince, vous avez vu 2 sœurs et les 2, vous êtes trompés. Voilà, parce que vous ne nous avez pas écoutés, vous ne connaissez pas cette malformation. C'est assez inquiétant, mais bon. Promis, je me débrouillerai, hein, parce que bon, ça me fait un peu chier que vous êtes beaucoup à venir me parler en me disant, à atterrir sur la page, si vous avez vu que vous avez ça. Les médecins savent pas vraiment vous répondre ou quoi que ce soit. Surtout, faut pas hésiter à faire le forcing. C'est pas parce qu'un médecin va vous dire je vous crois pas, et ben on s'en fout, on force et on appelle, on y va avec culot. On appelle les neurochirurgiens qui connaissent parce qu'on peut tous se donner des noms suivant les villes où on est. Et ces médecins connaissent l'errance médicale dans laquelle on est, donc faut les appeler, vous leur envoyez un mail avec les photocopies de vos comptes rendus. En tout cas, pour ceux qui sont dans la région Rhône-Alpes, vous pouvez contacter le professeur Vallée, qui est quelqu'un d'assez ouvert là-dessus. Mais c'est vraiment quelqu'un de très bien aussi, qui écoute... c'est quelqu'un qui est assez fort en fait, parce que moi il m'a fait le jour de mon opération parce qu'il va me voir détendu, tout va bien, chemise ouverte, mais ça va, vous vous sentez bien? Je dis c'est plutôt à vous que je poserai la question. Vous savez c'est tranquille, là je vais vous faire juste un petit losange, j'ouvre le crâne, j'ouvre un petit peu la durbère avec un petit losange et puis voilà, tranquillou, voilà. Mais voilà, faut pas que vous hésitiez, leur envoyer un mail, les appeler, ils savent qu'on est dans l'errance médicale pour être diagnostiqué, donc vraiment, mais il faut pas hésiter à avoir du culot, sinon vous serez jamais soigné. Ça,
une certitude. Et pour ceux qui veulent vraiment voir la pointe de la pointe ou qui ont vu un neurochirurgien ou un neurologue qui connaissent, mais bon, voilà, le parcours n'est pas génial, vous pouvez aller voir le professeur Fabrice Parker qui est à l'hôpital Bicêtre à Paris. Donc lui, il gère le centre de référence de la syringomyélie, donc il est très pointu là-dessus. Et sur les chiaris, donc ceux qui ont un chiari et une syringo, moi je vous conseillerais d'aller le voir, hein, personnellement, voilà. C'est la pointe de la pointe. Voilà. Et puis du coup, un grand merci à tous ces gens qui font ces beaux métiers. Et puis voilà, parce que sans eux, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Hein. Ce sera compliqué. Voilà. Bon allez, à bientôt. Et puis en espérant aussi que vous, ça va très bien. Et puis voilà. Et puis du coup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer des messages, vous n'hésitez pas aussi. Comme je vous ai dit aussi par contre, alors, du coup, il y a un deuxième Facebook que j'ai créé qui s'appelle Arnold Chiari. Vous êtes peut-être arrivé sur la page grâce à ça, ou vous allez peut-être voir la vidéo grâce à ça, mais le mieux c'est de rejoindre la page donc Malformation d'Arnold Chiari. Cette vidéo aussi sera sur YouTube, du coup, en plus d'être sur la page, pour ceux qui aient plus de vues en fait, pour qu'il y ait plus de monde de toucher. Et du coup, je mettrai le lien de la page, mais le mieux c'est de me contacter sur la page parce que grâce à mon téléphone, en fait, je peux vous répondre vraiment rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions qui sont débiles ou quoi que ce soit, je fais de mon mieux pour vous répondre et quand je sais pas, je vous dis clairement que je ne sais pas, mais après je peux me renseigner. Voilà, donc passez une bonne journée et puis voilà, à bientôt.